bienvenue à tous à cette assemblée de consultation publique du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas à 18h36 en ce lundi 22 avril 2024 à l'église de la Visitation de l'île du Pas, à laquelle sont présents M. François Drainville. Bonsoir tout le monde. M. Serge Boucher. Bonsoir. Mme Maryse Drainville. Ah, Maryse Drainville. Oh, attends, ça, cette affaire-là. Oui. M. André Rondeau. Bonsoir. M. Stéphane Lamar. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Mme Nancy Gartin. Mme Mélanie Marchand. Et moi-même, Alain Goyen. Ouverture et présentation de l'Assemblée de consultation publique. Le président de l'Assemblée de consultation publique, M. Alain Goyette, procède à l'ouverture de la dite consultation. Il souhaite la bienvenue aux citoyens présents et présente les membres du Conseil ainsi que le personnel de la municipalité. Le maire mentionne aussi que lors de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2024, le Conseil de la municipalité a adopté par résolution 064-04-2024 le premier projet de règlement suivant, premier projet de règlement numéro 123-2024, modifiant le règlement administratif numéro 123. L'Assemblée de consultation publique porte sur les modifications au règlement dont le but a pour effet de définir les termes cabane à pêche, îlot de chaleur, gîte touristique, établissement d'hébergement touristique, location courte durée et touristes, ainsi que d'ajouter les dispositions relatives à la délivrance d'une attestation de conformité pour les installations septiques par un professionnel autorisé. Le règlement numéro 123-24 n'étant pas soumis à l'approbation référendaire, sera adopté tel que dans la séance ordinaire du 14 mai 2024 à 19h30. Présentation par Mme Marchand. Je vais lire les définitions, puis après, si vous avez des questions, Mme Marchand, c'est un plaisir de répondre à vos questions. Premier projet de règlement 123-2024, modifiant le règlement administratif numéro 123. Attendu que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas désire amender le règlement administratif numéro 123, attendu que le Conseil de la municipalité ait le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement administratif, attendu qu'avis de motion et dépôt du présent règlement a été régulièrement donné à la séance du 12 mars 2024, attendu que la municipalité désire définir les termes et ajouter des dispositions relatives à la délivrance d'une attestation de conformité pour installation septique par un professionnel autorisé, attendu les pouvoirs conférés par la loi de l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu, il est proposé par Mme Jacinthe Drainville et appuyé par M. François Drainville, que le premier projet de règlement portant le numéro 123-2024 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit, et le dit Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. Le but du présent règlement a pour effet de définir les termes cabane à pêche, îlot de chaleur, gîte touristique, établissement d'hébergement touristique et touristes, ainsi que d'ajouter des dispositions relatives à la délivrance d'une attestation de conformité pour installation septique par un professionnel autorisé. L'article 2.4 du règlement administratif est modifié par l'ajout des termes suivants. Cabane à pêche, bâtiment temporaire servant aux activités de pêche sur la glace, pêche blanche durant la saison hivernale. Îlot de chaleur. Un îlot de chaleur urbain correspond à une zone urbanisée où la température est plus élevée que dans les milieux naturels ou environnants, souvent causée par une diminution du couvert végétal et une augmentation des surfaces minéralisées et perméables qui absorbent la chaleur. Gîte touristique. Établissement où est offert de l'hébergement en chambre dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tel un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt à camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. Touriste, une personne qui effectue le déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit à l'extérieur de sa résidence principale à des fins d'aménagement ou d'affaires pour effectuer un travail rémunéré ou pour effectuer un travail rémunéré. Bon. Article 4. Le règlement administratif numéro 123 est modifié par l'ajout de l'article 3.5.6 suivant. 3.5.6 Installation septique. Obligation.
Un certificat d'autorisation permis est obligatoire pour tous les travaux décrits au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et de ses amendements. B. Modalité de la demande. La demande doit être faite par écrit en duplicata sur les formulaires fournis par la municipalité. Cette demande du mandaté doit faire connaître les noms, prénoms, domicile du propriétaire ou son procureur fondé. Le requérant doit fournir les éléments demandés au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2R22. C. Confirmation. Le requérant d'un certificat d'autorisation pour installation septique doit déposer une confirmation écrite signée par un membre d'un autre professionnel compétent en la matière à l'effet qu'il a été mandaté pour assurer l'inspection des travaux. D. Attestation de conformité. Tout détenteur d'un certificat d'autorisation visant une installation septique doit plus tard, 6 mois après la fin des travaux d'installation septique, présenter les documents suivants à l'inspecteur en aménagement et en urbanisme. 1. Une attestation de conformité signée par un membre d'un autre professionnel compétent en la matière, attestant que l'installation septique construite est conforme au rapport de conception et au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2R22. L'attestation de conformité doit comprendre un plan de localisation à l'échelle de l'installation septique telle que construite, accompagné de photos démontrant les numéros BNQ des composants utilisés, ainsi qu'une certification à l'effet que la dite installation a été construite conformément au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Encore une fois, par rapport à la loi Q2R22. Deuxième alinéa, l'attestation doit également spécifier la capacité et le type de fosse septique ainsi que les coordonnées d'entrepreneur qui a réalisé les travaux. 3. La copie du contrat d'entretien ou du manufacturier si applicable. 4. La preuve de vidange des affectations d'anciennes fosses septiques si applicable. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous dit quel problème? Ben, On parle de ton cabane à pêche. c'est qu'avant, c'était pas permis d'avoir des cabanes à pêche en storage chez soi. Fait que là, maintenant, le règlement le permet. Là, on rajoute des définitions, mais plus loin, on va le voir, on permet Il y a d'autres choses à dire. Oui, oui, il y a d'autres choses qui va dire, oui, qui va dire où on peut les mettre, mais avant, c'était même pas permis. Puis on vient spécifier aussi que c'est maintenant celui qui va faire sa fosse septique, il faut qu'il engage un expert pour faire, que cet expert, c'est-à-dire l'expert qui va faire les plans, doit aussi faire un certificat comme quoi qu'il s'est été installé conformément. Il faut aussi qu'il atteste que les travaux ont été faits. C'est appelé ça, parce que c'est exact. On est quasiment à votre place. Mais ça, c'est lors de l'installation initiale. Lors de l'achat, qu'achète une propriété, est-ce qu'il faut avoir un nouveau certificat? C'est lors à partir du moment où est-ce qu'un permis est émis pour modifier ou remplacer une installation septique, installer, modifier ou remplacer, il y a toujours un professionnel qui fait la rédaction des plans. À ce moment-là, c'est ce même professionnel-là qui va venir attester que les travaux tels que construits sont faits conformément avec le plan de l'autorité. Ce qui n'était pas le cas avant. Mettons, j'ai une installation septique pour 5 chambres. J'en ai actuellement 3 à la maison. J'en rajoute 2. Est-ce qu'il faut que je leur fasse revenir un spécialiste ou si j'ai déjà 5 chambres dans l'attestation initiale, c'est correct? Allez-y. Vous n'avez pas mis de définition pour roulotte, par exemple. Nous, on en a. Roulotte est déjà dans le règlement administratif. Ça, c'est le règlement, dans le fond, qui définit les termes. Roulotte était déjà spécifié. Ah, il y avait déjà un terme. Oui, c'est ça. On est venu ajouter les définitions qui manquaient. Qui manque. Oui, c'est ça. C'est sûr que l'ordre dans lequel les règlements sont présentés sont peut-être moins évidents, là, parce que c'est dans les autres qu'on découvre ce qu'on fait en premier, mais c'est effectivement des cas. D'autres questions? Gênez-vous pas.
D'autres questions? Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? M. François Drainville propose que quelqu'un seconde. Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Procès verbal de l'Assemblée de consultation publique du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, tenu à 18h46 ce lundi 22 avril 2024 à l'église de la Visitation de l'île du Pas, pour soumettre le premier projet de règlement numéro 119-2024 à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption. Ils sont présents M. François Drainville, Oui. M. Serge Boucher, Bonsoir. Mme M. André Rondeau, M. Stéphane Lamar, Présent. Mme Jacinthe Drainville, Présent. Mme Nancy Gartin, Mme Mélanie Marchand et moi-même, Alain Goyette. Ouverture et présentation de l'Assemblée de consultation publique par le Président. Le Président de l'Assemblée de consultation publique, M. Alain Goyette, procède à l'ouverture de la dite consultation. Il souhaite la bienvenue aux citoyens présents et présente les membres du Conseil ainsi que le personnel de la municipalité. Le même mentionne aussi que lors de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2024, le Conseil de la municipalité a adopté par résolution 6504-2024 le premier projet de règlement suivant. Premier projet de règlement numéro 119-2024, modifiant le règlement 119 relatif au zonage. L'Assemblée de consultation publique porte sur les modifications au règlement, dont le but a pour effet de réglementer l'entreposage des bâtiments temporaires de type cabane à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles, l'entreposage des roulottes et véhicules récréatifs, ajouter des normes concernant les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole, modifier la superficie de certains bâtiments accessoires, l'ajout de superficie perméable dans le périmètre urbain et de zones d'îlots de chaleur, et d'inclure l'usage d'établissements d'hébergement touristique location court terme à la grille des usages et normes. La prochaine étape dans la procédure de modification du plan de zonage sera l'envoi d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation au référendum relativement au projet du règlement numéro 119-2024. Les informations pertinentes seront incluses dans l'avis public et toute information supplémentaire peut être obtenue en communiquant sur les heures de bureau avec Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière. Les personnes habiles à voter auront jusqu'au 8e jour après la publication de l'avis public pour signifier leur demande. Tantôt, Mme Marchand va être disponible pour répondre à vos questions. Je vais lire le règlement. Premier projet de règlement numéro 119-2024, modifiant le règlement sur le zonage numéro 119. Attendu que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas désire amender le règlement de zonage numéro 119. Attendu que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas ait le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement de zonage. Attendu qu'un avis de motion a été et le dépôt du présent règlement a été régulièrement donné à la session du 12 mars 2024. Attendu que la municipalité désire réglementer l'entreposage des bâtiments temporaires de type cabane à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles, l'entreposage des roulottes et véhicules récréatifs, ajouter des normes concernant les kiosques des produits agricoles accessoires à une exploitation agricole, modifier la superficie de certains bâtiments accessoires, l'ajout de superficie perméable dans le périmètre urbain et en zone d'îlots de chaleur, et d'inclure l'usage d'établissements d'hébergement touristique, location court terme, à la grille des usages et des normes. Attendu le pouvoir conféré par la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. En conséquence, il est proposé par M. François Drainville, appuyé par M. Serge Boucher, que le premier projet de règlement portant le numéro 119-2024 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit, et le dit Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. Le but du présent règlement a pour effet de réglementer l'entreposage des bâtiments temporaires de type cabane à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles, l'entreposage des roulottes et véhicules récréatifs, ajouter des normes concernant les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole, modifier la superficie de certains bâtiments accessoires, ajout de superficie perméable dans un périmètre urbain et en zone d'îlots de chaleur, et d'inclure l'usage d'établissements d'hébergement touristique, location court terme, à la grille des usages et des normes. Article 3.
La section 5 du règlement de zonage numéro 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.1, disposition applicable à l'entreposage des cabanes à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles qui stipule. A. L'entreposage des cabanes à pêche et autres bâtiments mobiles est interdit en cours à vent et à moins de 2 mètres des lignes de l'eau. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage des cabanes à pêche et autres bâtiments mobiles est interdit dans les marges avant et latérales prescrites à l'exécution 9, dispositions spécifiques à chaque zone. C. Un maximum de 3 cabanes à pêche peut être entreposé par terrain. Article 4. La section 5 du règlement de zonage numéro 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.2, entreposage des roulottes et véhicules récréatifs qui stipule. En aucun cas, une roulotte ou un véhicule récréatif ne doit servir de résidence permanente, et ce, peu importe la durée d'utilisation. Une roulotte ou un véhicule récréatif ne peut être utilisé comme résidence temporaire en dehors des terrains de camping. Le remisage est autorisé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de propriété. Un maximum d'un véhicule récréatif peut être stationné à cour avant entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année. Section 5 du règlement de zonage article 4. La section 5 du règlement de zonage numéro 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.3, kiosques de produits agricoles, accessoires d'exploitation agricole. Les kiosques de produits agricoles sont autorisés comme bâtiments accessoires d'exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions suivantes. Le kiosque doit être situé sur le terrain d'exploitation agricole où sont cultivés les produits vendus. Le kiosque doit servir majoritairement à la vente des produits issus de l'exploitation agricole à laquelle il est accessoire. Le kiosque doit être exploité par le propriétaire ou le locataire de l'exploitation agricole. Un seul kiosque par exploitation agricole est autorisé. L'espace destiné au stationnement des véhicules doit être suffisant pour que ceux-ci n'aient pas à se stationner sur la voie publique ou à reculer sur la voie de circulation pour quitter l'emplacement du kiosque agricole. F. Dans un cas d'un kiosque permanent, l'implantation de ce dernier doit respecter la marge de recul avant prévue à la grille des usages principaux et des normes. Dans le cas d'un kiosque temporaire, l'implantation de ce dernier doit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voie de circulation. Article 5. Le règlement de zonage 119 est modifié à son article 5.1 en abrogeant le 5e paragraphe. L'article 5.6.7 intitulé Superficie perméable est ajouté au règlement de zonage numéro 119. Superficie perméable. Une proportion minimale de 25% de la superficie totale d'un terrain doit être perméable et verdie grâce à la plantation de végétaux en pleine terre, gazon, plantes, herbes ou arbustes. Cette disposition s'applique uniquement sur une propriété occupée par une maison unifamiliale ou bifamiliale située dans le périmètre urbain et en zone d'îlot de chaleur. Article 8. Le premier paragraphe de l'article 5.3.2 du règlement de zonage numéro 119 est remplacé par le paragraphe suivant. Un bâtiment complémentaire lié aux usages résidentiels ne doit pas excéder l'aire au sol du bâtiment principal, à l'exception des terrains situés en zone agricole dont la superficie excède 5000 m² selon le tableau suivant. De 5000 à 7000 m², 125 %, de 5500 à 10 000 m², 150 %, de 10 000 à 15 000 m², 200 % et de 15 000 à 40 000 m² à 40 000 m², 250 %. Article 9. Les articles 9.5.1 et 9.8.1 de la section 9 du règlement de zonage numéro 119 sont modifiés par l'ajout de l'usage établissement d'hébergement touristique location courte durée. 9.5. Disposition applicable à la zone AE, îlot Castor. 9.5.1 Usage permis, établissement d'hébergement touristique, location courte durée. 9.8 Disposition applicable à la zone NC et la LEG. 9.8.1 Usage permis, établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Article 10. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que vous avez des questions? Des fois, on parle de zone, mais comment on sait dans quelle zone? Est-ce que j'ai cherché ou j'ai pas trouvé? C'est sur le plan de zonage. Le plan de la municipalité est séparé en zones. Chacune des zones numérotées ou libertes. On le voit sur le plan de zonage. OK. C'est disponible sur Internet? Pas sur le site de la municipalité. Je l'ai.
tu l'as au bureau pour aller En fait. le voir. Sinon aussi, moi je l'ai aussi au bureau de la MRC. J'avais une petite question, savoir pour le 9.5.1, il a été ajouté juste pour les locataires, l'établissement d'hébergement touristique ou pour l'île du Pas aussi? Il était déjà là ou il a été ajouté? Il était pas là. Dans le fond, c'est que la municipalité est venue cibler 2 zones dans lesquelles les hébergements touristiques de courte durée vont être autorisés. Donc, c'est la zone AN qui se trouve être l'île au Castor et la zone NC, l'île à Nîmes. OK, ce soit c'est une obligation, ils ciblent des endroits pour ça ou c'est suite à des demandes? Ben, c'est que la municipalité ne peut pas le prohiber sur l'ensemble de son territoire. Donc, à ce moment-là, c'est de venir cibler des zones dans lesquelles elle autorise. OK. C'est bon. Tantôt, quand vous faisiez la définition pour durée, c'était une unité pour 31 jours, c'est ça? Maximum, 31 jours? Oui. N'excédera pas 31 jours. Et y a-t-il des périodes dans l'année ou c'est toute l'année? C'est toute l'année. OK. Avez-vous d'autres questions? On parlait de cabane à pêche ou autres. C'est quoi les autres choses que ça pourrait être une cabane à pêche, par exemple? Par exemple, des petits bâtiments sur roue. Par exemple, une cabane à sucre sur roue. On avait aussi Les mieleries. des mieleries sur roue. Des petits kiosques à fruits et légumes sur roue. OK. Donc, ça inclut tout ça. Une cabane pour la chasse. D'autres questions? N'allez-vous pas. C'est tout. Est-ce que quelqu'un propose à lever de la séance? M. Stéphane Lamar propose. Est-ce que quelqu'un se donne? M. André Rondeau. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci. Troisième assemblée. Procès verbal de l'Assemblée de consultation publique du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas, tenu à 18h58 le 22 avril 2024 à l'Église de la Visitation de l'Île-du-Pas, pour soumettre le premier projet de règlement 115-2024 à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption. En présence de M. François Drainville, M. Serge Boucher, M. André Rondeau, M. Stéphane Lamar, Oui. Mme Jacinthe Drainville, Présent. Mme Nancy Gartin, Présent. Mme Mélanie Marchand Présent. et moi-même, Alain Goyer. Ouverture et présentation de l'Assemblée de consultation publique par le Président. Le Président de l'Assemblée de consultation publique, M. Alain Goyette, procède à l'ouverture de la dite consultation à 18h58. Il souhaite la bienvenue aux citoyens présents et présente les membres du Conseil, ainsi que le personnel de la municipalité. Le maire mentionne aussi que lors de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2024, le Conseil de la municipalité a adopté par résolution 066-04-2024 le premier projet de règlement suivant. Premier projet de règlement 115-2024 modifiant le règlement 115 relatif au plan d'urbanisme. L'Assemblée de consultation publique porte sur les modifications au règlement dont le but a pour effet d'ajouter les notions d'îlot de chaleur au plan d'urbanisme. Le règlement 115-2024 n'étant pas soumis à l'approbation référendaire sera adopté tel que dans la séance ordinaire du 14 mai 2024 à 19h30. Tantôt, Mme Marchand pourra répondre à vos questions. Le premier, voyez, premier projet de règlement numéro 115-2024. Modifiant le règlement relatif au plan d'urbanisme 115. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas a adopté le plan d'urbanisme numéro 115. Attendu que le Conseil de municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son plan d'urbanisme. Attendu qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau en 2021, la municipalité doit inclure dans sa réglementation la notion d'îlot de chaleur.
attendu les pouvoirs conférés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, il est proposé par M. André Rondeau, appuyé par M. Stéphane Lamar, que le premier projet de règlement portant le numéro 115-2024 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit, et le dit Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. Le but du présent règlement a pour effet d'ajouter la notion d'îlot de chaleur au plan d'urbanisme. Article 3. La section 2 du plan d'urbanisme est modifiée par l'ajout de l'article 2.8 des îlots de chaleur qui stipule: la municipalité entend exercer un contrôle dans les zones identifiées comme étant des îlots de chaleur, afin de protéger les personnes et les biens contre les effets néfastes de la chaleur excessive. Il pourrait être permis de construire à condition de se conformer aux normes retenues par règlement de la municipalité. Article 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est assez simple. C'est juste que dans le seul périmètre urbain qu'on a à l'île Saint-Amour, il va falloir une partie gazonnée sur notre propriété, ou une partie verte. Dans le secteur urbanisé, c'est juste l'île Saint-Amour. Oui. On va dans les commentaires de l'île. Non, le village n'a pas un périmètre urbain. D'autres questions? Gênez-vous pas? Non, c'est parfait. Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un propose d'admettre de l'Assemblée? Mme Jacinthe Grainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette réunion publique du Conseil local du patrimoine. Effectivement, si on serait dans un bateau, on pencherait sur un côté. On pourrait remplir les ballasts au bord. Cette réunion est présidée par M. François Grainville. Francine Trépanier qui agit à titre de secrétaire. Et puis, c'est un comité indépendant du conseil municipal, même s'il y a des conseillers sur ce comité-là. C'est eux qui vont animer la présente séance de consultation. Si vous avez des questions, ils vont répondre à vos questions. Comme je disais, c'est le comité du patrimoine. Ce n'est pas un comité qui a pour but d'administrer, de gérer des instances ou de remplacer la fabrique ou quelque chose, c'est vraiment juste consultatif sur le patrimoine et tout ce qui englobe le patrimoine. Si vous avez des questions qui auraient pour but l'administration de l'Église, c'est pas eux qui s'occupent de ça. Donc, je laisse la parole à M. Drainville. Je reste ici s'il y a des questions plus tard. Merci, M. le maire. Je constate qu'il y a plus d'intérêt pour citer l'Église que pour connaître la définition d'une cabane à pêche et savoir où la mettre sur notre terrain. Parce qu'on a eu 3 petits projets de règlement qui ont passé avant entre 6h30 et 7h, qui concernaient justement les cabanes à pêche et d'autres choses. Mais en tout cas, ça témoigne, en tout cas, la présence des gens témoigne de l'intérêt pour ce sujet-là, entre autres choses. Et je voudrais vous remercier de votre présence. En même temps, je souligne la présence des membres du comité, qui sont en fait les membres du comité du CCU, du comité consultatif d'urbanisme, qui sont prêtés à cet exercice-là. Merci André. Il y a d'abord André Rondeau, qui est membre du CCU, membre du comité, M. Gilles Sancartier, qui est aussi membre, Mme Francine Trépanier, et qui agit à titre de secrétaire ce soir, et Mme Mylène Tendresse, qui malheureusement ne peut pas être ici ce soir pour des problèmes des questions de santé. Alors, le but, évidemment, c'est de répondre à une demande d'un organisme de citer cette bâtisse-là comme monument historique, comme monument patrimonial. Puis aussi je ne dirais pas de répondre à la demande, mais de souligner le fait que Madame, notre ministre du patrimoine, puis députée du comté, nous avait dit un jour, pourquoi vous ne la citez pas, cet établissement-là? Elle peut être citée, puis ça vous permettrait d'aller chercher
de l'argent, des subventions. Alors, le but, c'est de pouvoir citer l'Église et son extérieur et son intérieur pour pouvoir, ensuite de ça, opérer puis faire autre chose ou quelque chose de plus avec cet établissement-là. Je vais tout de suite aller, c'est ça qui est ici, aux effets de la citation. Hein? Si on la cite, quel effet ça a? Alors, tout propriétaire d'un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien, conformément à l'article 136 de la Loi sur le patrimoine culturel. 5.2. Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, quant à son apparence, un bien patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des caractères propres au bien et obtenir au préalable l'autorisation du conseil municipal selon la procédure établie par le présent règlement. Nul ne peut, sans autorisation du conseil municipal, démolir tout ou partie d'un bien patrimonial cité, le remplacer ou l'utiliser comme adossement à une construction conformément à l'article 141 de la Loi sur le patrimoine culturel. Maintenant, la suite de ça, c'est de répondre aussi à vos questions. On veut citer l'édifice. Qu'est-ce que ça implique en citant l'édifice? Puis, c'est un peu ça, là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu présentes. C'est ça, tu l'as fait. Bon, c'est de répondre à vos questions. Nous, le Conseil, on a pris acte de ça, de cette demande-là d'un organisme, de la cité, et on est ouvert à ça. Carrément, on est ouvert à ça, à pouvoir la préserver comme lieu qui va pouvoir servir, on verra à quoi, là, mais pour l'instant, c'est la citation dont on doit discuter. Donc là, on est prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Puis nous, on prend acte de ça, puis on verra après ça, suite aux questions que vous allez poser, si nos considérations vont changer face à ce projet-là de citation de l'Église. En gros, c'est un peu ça. Alors, tu veux juste parler sans tout le livre, peut-être juste les titres de ce qui est cité? Je peux peut-être, moi, je ne le ferai pas tout, là, mais c'est parce que c'est quand même assez long. Hein. Lequel tu vas présenter? Oui. Dans le fond, tu peux commencer avec la dernière, c'est le numéro 9. Oui, quel point? Partager ici. OK. Finalement, c'est l'église de la Visitation des Dupas, adresse 121 rue de l'église de la Visitation des Dupas, numéro de l'eau et du cadastre du Québec, matricule 3205 41 82 86. Une demande de citation de l'église a été formulée par un organisme local tel que permis par la loi sur le patrimoine culturel. Le bâtiment existant est répertorié comme étant un bâtiment d'intérêt patrimonial ayant une valeur patrimoniale supérieure dans le document Inventaire du patrimoine bâti de la Visitation des Dupas en novembre 2022. Le projet vise à préserver le caractère patrimonial de l'Église et d'en faire la citation à titre de bien patrimonial. L'extérieur et l'intérieur de l'Église de la Visitation des Dupas présentent des valeurs historiques, architecturales, artistiques et identitaires, et celles-ci rendent légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale. Les caractéristiques architecturales et les matériaux d'origine qui ont été conservés se doivent d'être protégés. L'Assemblée publique de consultation permet à toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du Conseil local du patrimoine. Pardon? Je pourrais le faire, oui. Comment? Ah, OK, oui. Tu veux te le lire, pareil? OK. Les motifs de la citation. Le Conseil municipal reconnaît la valeur patrimoniale de l'Église de la Visitation des Dupas. Le Conseil reconnaît aussi son importance dans l'histoire du développement de la municipalité de la Visitation des Dupas et de son rôle au cours des décennies. L'Église de la Visitation des Dupas est le troisième plus ancien temple du diocèse de Joliette.
ce qui fait de l'Église un joyau du patrimoine québécois. Valeur historique et architecturale. L'histoire de la construction de l'Église de la Visitation de l'Île-du-Pas contribue largement à son intérêt patrimonial. En 1851, les plans pour la construction d'une nouvelle église sont confiés à Victor Bourgeot, dont c'est l'une des premières œuvres. C'est aussi l'une de ses premières réalisations dans le style néo-gothique et l'une de ses rares églises en briques. Les briques utilisées pour recouvrir l'église ont été fabriquées sur place par un artisan de l'île. Elle est achevée en 1852 et ouverte au culte la même année. Les travaux de construction intérieure sont confiés à l'entrepreneur Paul Lefebvre et s'échelonnent de 1855 à 1863. C'est à cette époque que sont réalisés les superbes escaliers en ruban qui conduisent au jubé conçu par Victor Bourgeot. Le clocher est érigé en 1904. Le clocher renferme 3 cloches. La plus grosse, pesant 800 livres, a été bénie le 20 juillet 1852 et les 2 autres ont été acquises en 1898. L'île subit une grande inondation en avril 1865, mais l'église, quant à elle, n'est pas endommagée. L'immeuble possède un intérêt patrimonial pour sa valeur d'authenticité, de conservation et d'intégrité architecturale. L'extérieur de l'église a conservé l'essentiel de ses caractéristiques d'origine, ce qui lui confère une bonne valeur d'authenticité. L'aménagement intérieur du bâtiment a également subi très peu de modifications et bénéficie d'une excellente authenticité. L'immeuble présente un aspect qui est proche de son état original. Le curé de la paroisse, Vincent Plinguet, s'est rendu au cours des années 1870 en Europe pour faire l'achat de tableaux qui, depuis, ornent si bien l'Église. Ces derniers font désormais partie du patrimoine mobilier associé à l'Église en tant qu'œuvre d'art et bien ethno-historique. L'archange Michel, terrassant le démon, œuvre reproduite d'Ippolito Zapponi, peintre italien, placé dans l'église en 1876 et restauré en 2003. Le tableau Le baptême du Christ, Jean-Baptiste baptise Jésus dans le fleuve Jourdain, œuvre de Tommaso Oreggia, peintre copiste génois, placé dans l'église en 1874 et restauré en 2003. Le tableau Saint-Antoine. Saint-Antoine a vécu au XIIIe siècle et appartenait à l'ordre des franciscains. La mission fondée à l'Île-du-Pas s'appelait la mission Saint-Antoine en hommage aux Récollets qui ont œuvré dans le passé dans la vallée du Saint-Laurent, œuvre originaire de Dupuis, de la Roche, de Rouen, peintre, placé dans l'église et béni le 3 septembre 1871 et restauré en 2008. Tableau La Visitation, œuvre originale de 1889 de Dupuis, de la Roche, de Rouen, peintre placé dans l'église et béni le 25 août 1872 et restauré en 2008. Tableau L'Adoration des mages. À la naissance de Jésus, 3 rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, vinrent lui rendre hommage. Œuvre originale de Tommaso Oreggia, peintre copiste génois, placé dans l'église en 1874 et restauré en 2003. Tableau Saint-Ignace, fondateur de l'ordre des Jésuites au début du 16e siècle. La mission de l'Île-du-Pas en 1683 était une mission jésuite. Œuvre originale de Dupuis, de la Roche, de Rouen, placée dans l'église et bénie le 3 septembre 1871 et restaurée en 2008. Fresques et armoiries de l'église. Adolphe Roux est un artiste religieux bien connu au Québec. Il a réalisé la fresque de l'église. Beaucoup de ces fresques n'existent plus aujourd'hui. Celle de l'église de l'Île-du-Pas, réalisée en 1898, est peut-être la seule ayant survécu au temps. Les armoiries du pape Léon XIII, sous lequel est inscrit Lumen in Cielo, une lumière dans le ciel, et les armoiries de l'évêque de Montréal, Louis-Joseph Napoléon Bruchesi,
sous lesquels est inscrite sa devise « In Domino Confido », « En Dieu je me confie », orne la voûte du sanctuaire. Sculpture de la scène, Adolphe Pau a aussi réalisé la sculpture de la base du maître-autel. Il est inspiré de l'œuvre peinte « La scène » de Léonard de Vinci pour en faire une version sculptée. Ce dernier a fait plusieurs autres scènes comme celle-ci, mais très peu ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Le maître-autel, l'autel actuel du chœur est en fait le maître-autel qui était dans la seconde église. Il date de 1802. Il est devenu l'autel principal à la suite des changements majeurs entraînés par le Conseil du Vatican II. Plusieurs églises ont démantelé leur maître-autel à la suite de cela, mais heureusement, celui de l'église de Lutipa existe encore. Les confessionnaux faits de bois datent de l'église précédente et ont été fabriqués en 1831 par l'artiste Vincent Chartrand et son associé Paul Salomon Benoît. L'orgue, quant à elle, à l'origine, l'orgue était construit par Samuel Roussel Warren pour la Plymouth je vous en fais grâce. Lorsqu'en 1907, l'Église achète un nouvel orgue de 3 claviers fabriqué chez Casavant Frères, cette firme reprend l'ancien orgue et vend ce dernier à l'Église de la Visitation de Lutipa. L'ouvrage est fait entièrement de bois, ainsi que ses tuyaux. Il ne reste que 2 de ces orgues au Québec. Le 20 janvier 2015, les membres du comité de l'orgue reconnaissent la valeur patrimoniale de l'instrument. Pour ce qui est de la valeur identitaire, depuis son inauguration, cette église catholique a toujours été utilisée comme lieu de culte. L'édifice a donc conservé sa vocation d'origine. En plus des messes, plusieurs cérémonies et offices religieux y ont encore lieu chaque année. De plus, l'église est aussi utilisée comme lieu de rencontre, d'espace pour les différents marchés de Noël ou printaniers organisés par la municipalité, de lieu de prestation lors de soirées d'animation ou de spectacles et tout autre événement culturel. C'est aussi un point central du noyau villageois et un lieu d'une grande importance dans la communauté. L'Église est citée comme bien patrimonial, conformément à la loi sur le patrimoine culturel. Ce qui vient, mais j'en ai fait part tantôt. Là, on est prêt à répondre aux questions, si on veut. Comment ça? Alors, s'il y en a qui ont des interrogations, des questions posées, si on peut y répondre. Oui, M. Jean. Est-ce que la citation a un effet ou avoir un impact sur une vente potentielle de l'Église à un organisme ou à un propriétaire privé? En fait, il va falloir qu'il fasse la demande à la municipalité. C'est quoi l'intervention un peu concrètement? Parce qu'on sait qu'actuellement, un processus là, qui va impliquer un changement un peu de vocation. On se l'a fait expliquer il n'y a pas longtemps. Donc, c'est quoi l'impact de la citation sur la future vocation que pourrait avoir l'Église? Dans ton projet, tu réponds à ça. Je peux répondre. En fait, c'est qu'elle va toujours rester un bien patrimonial dû la citation, et ça, c'est pérenne dans le temps. Ça ne pourra pas être modifié. Donc, au niveau de la vocation de l'Église, c'est pour ça qu'on a touché un peu à tous les aspects, pour ne pas justement aller juste vers un lieu de culte ou un lieu de spectacle. Donc, la personne qui deviendrait propriétaire aurait l'accès à faire un peu ce qu'elle aimerait faire. Par exemple, s'il veut faire des spectacles ou lieu de rencontre et autres, comme je l'ai ajouté, puis qu'on a jasé avec le conseil au niveau de la réglementation. Fait que c'est ça, dans le fond, un peu. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment pour préserver la bâtisse ainsi que ses œuvres d'art à l'intérieur et que ce soit pas modifiable. Donc, chaque fois qu'il y aurait un travail qui voudrait être entrepris au niveau d'une modification, d'une rénovation, un ajout, peu importe lequel ce serait, il faut que ça passe par le conseil municipal, peu importe le conseil municipal, que ce soit dans 100 ans, dans 2 ans.
Et là, à ce moment-là, le conseil local du patrimoine va regarder aussi, va recommander au conseil municipal, puis lui va déterminer est-ce qu'on recommande l'émission d'un permis. Donc, tout ça est dans un délai de 30 jours, ce qui est noté aussi dans notre projet de réglementation. Puis, c'est de cette façon-là que ça va fonctionner, dans le fond, pour toutes les années à venir. Donc, le nouvel organisme devra conserver l'intérieur de façon intacte. Et si vous voulez, par exemple, comme on a vu, les transformations d'église, faire un mur d'escalade ou faire de ce type d'activité-là, ça va être regardé par le conseil. Ça va être à vérifier. Oui. Puis ça, on l'a, dans le fond, François pourrait aussi donner les travaux assujettis. L'article 10. On va vous mettre l'article, en fait, François va en faire la lecture. Bien, on peut commencer avec l'article 6 puis l'article 10. Bon, alors, on peut parler de travaux assujettis conformément à l'article 138 et 141 de la loi sur le patrimoine culturel. Nul ne peut, sans l'autorisation du conseil municipal, ériger une nouvelle construction dans le site patrimonial cité, modifier l'aménagement et l'implantation de l'immeuble, le réparer ou en modifier de quelque façon son apparence extérieure, excaver le sol dans le site patrimonial cité, même à l'intérieur d'un bâtiment, sauf si l'excavation a pour objet de creuser pour des inhumations ou des exhumations. Faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne dans le site patrimonial cité, détruire toute partie d'un immeuble situé dans le site patrimonial cité, le déplacer ou l'utiliser comme adossement à une construction, démolir toute partie d'un immeuble situé dans un site patrimonial cité, ni diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain dans un tel site. Là, tu vas-tu aux conditions d'acceptation? Oui, l'acceptation. Les travaux exécutés sur un bien cité par le règlement ne peuvent avoir pour effet d'altérer les éléments sur lesquels sont fondés leur intérêt patrimonial. Les types d'intervention possibles sont l'entretien et le maintien en bon état du bâtiment et de son terrain, le remplacement à l'identique des éléments altérés d'un ou l'autre des éléments caractéristiques. La restauration ou la réhabilitation des traits d'origine, la transformation de la fonction du bâtiment, la mise aux normes du bâtiment, notamment en ce qui a trait à la sécurité. Dans le cadre de l'Église de la Visitation du Pas, les travaux devront viser à préserver ou à restaurer, à l'extérieur et sur le site, la volumétrie du bâtiment, le revêtement en briques des façades, l'ornementation de pierre dans les chaînes d'angle et autour des ouvertures de la façade, le revêtement du toit en tôle, l'emplacement, la symétrie et les dimensions des ouvertures, les portes et les fenêtres, en bois. À l'intérieur, les tableaux, les confessionnaux, l'orgue, les escaliers en ruban qui conduisent au jubé et les couleurs du décor. Je ne comprends pas le maître d'hôtel en arrière. J'entends pas bien. Ça ne comprend pas tout ce que je vois derrière, le maître d'hôtel, l'hôtel, toutes ces choses-là. C'est pas inclus là-dedans? Oui, c'est inclus là-dedans. Le maître d'hôtel et tout ça sont inclus. On les a notés tantôt. Ils sont ailleurs? Oui, ils sont ailleurs. On en a parlé tantôt. On les a notés tantôt dans les... Tout ce qui a été cité, c'est tout ce qui a été cité. La citation. Ce que fait l'objet des... Derrière les tableaux, la liste qui est derrière vous, ça les comprend. Oui. Oui. Bien, ça le comprenait au départ. On pourrait le rajouter par contre. Sans problème. Pourriez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît? François Louis. Merci. J'ai une question, oui? Je voudrais féliciter la municipalité de Villispa pour son engagement à vouloir
aider à préserver ce joyau patrimonial de l'île du Pas. Donc, bravo. Et, bon, une petite question avant de commencer. Vous avez parlé d'une demande d'un organisme, mais sans nommer l'organisme. Quel organisme? C'est la fabrique. Bon, c'est la fabrique, donc c'est encourageant, ça veut dire que vous faites 100% en arrière de ça. OK. Bon, comme on sait, bon, faire un jeu de mots, je ne sais pas si M. Curie va l'aimer, c'est que souvent le diable se cache dans les détails. Ouais. Donc, dans ce document-là, c'est que bon, il est bien fait, très bien fait, tout, là, bravo à la personne qui l'a fait. Et, sauf que c'est sûr que tout document pourrait mériter à être bonifié. Et qu'est-ce qui est important, c'est que dans une citation, le préambule fait partie intégrante, c'est la vision du pourquoi qu'on veut faire une citation. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est bon, c'est des règlements que le ministère de la Culture a fait pour la citation et ainsi de suite. C'est que il nous faudrait, dans le préambule, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est un règlement municipal. Et aujourd'hui, j'ai cru comprendre que c'était unanime à date pour la présentation, pour la volonté que de, comment dire ça, aller de l'avant avec ce projet-là. Je pense que c'est unanime pour le conseil de municipalité. Bon, on va le voir, vous allez faire le vote. Mais c'est aujourd'hui. Dans 1 an et demi, en 5 ans et demi, et ainsi de suite, ça peut changer la mentalité, la vision, et ainsi de suite. Donc, que ce soit n'importe quoi dans ce règlement-là, il peut être changé par le conseil municipal. Vous êtes maître de ça. Sauf que, tu dis non, Nancy? Non, il va être déposé au gouvernement pour le patrimoine de la conservation. Ça ne bouge plus. OK. Même des biens culturels du Québec peuvent être déclassés à un moment donné si c'est laissé en perdition et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, c'est marqué que pour un agrandissement, pour une démolition, pour une construction, quoi que ce soit, excavation, il faut en faire la demande au conseil municipal. Tu vois où est-ce que j'en venais? Ça veut dire que dans 1 an et demi, dans 5 ans et demi, dans quoi que ce soit de temps, on peut permettre de faire un agrandissement qui pourrait briser l'intégrité architecturale. On pourrait faire des excavations, quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je veux vous amener, c'est que ça serait important dans le préambule de dire c'est le pourquoi de cette citation-là. Ce n'est pas seulement que pour aller chercher de l'argent au ministère de la Culture. C'est pour préserver ça pour les citoyens de l'île du Pas aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Ça, c'est important pour préserver ce qui a été important pour l'évolution depuis le début, en 1704, de la paroisse de la Visitation de l'île du Pas. Et qu'est-ce qu'il nous faudrait? C'est dans le préambule, dire ça, comme quoi que c'est pour les générations futures, mais l'objectif, c'est de la préserver d'une démolition partielle ou complète, d'un agrandissement ou de préserver son intégrité architecturale extérieure et intérieure. Donc, si on y va avec ce genre de volonté-là, c'est plus fort pour le restant. Donc, c'est ça que je voudrais ça bien. Et ce que François a souligné tantôt, c'est que l'intérieur, il y a des trésors ici, et ce n'est pas tous les trésors qui ont été nommés au point 6 ou quelque chose comme ça. Il y a le maître-autel en arrière, mais il y a le premier maître-autel de 1802 qui est exceptionnel. C'est néoclassique, un tombeau galbé type romain. C'est exceptionnel. Là. Ça a débuté vers 1800, là, ce type-là. Donc, on a un bijou là aussi. Donc, et les confessionnaux, les escaliers.
faudrait que ça soit nommément nommé, ces points-là à préserver. Donc, ça serait des points comme ça qui seraient bien. Alors, on en prend bonne note, c'est sûr. Là. On est ici pour justement consulter les gens, puis prendre cette expertise-là qu'il peut avoir ici, puis la transposer dans notre règlement. Là. Je veux dire, c'est correct, c'est parfait. Là. C'est bien, on en prend bonne note de ça. Parce que le but, c'est donner encore plus de force, puis encore bravo pour cette initiative-là. Oui, oui, oui. Je suis prêt. Daniel Leroy, curé de la paroisse Saint-Laurent, président aussi. En tout cas, vous avez fait un bel ouvrage, je pense bien. C'est un bon travail. On a constaté ça au niveau de la fabrique aussi. Donc, j'en ai parlé quand j'ai reçu les documents qu'on vous présenter. J'ai présenté aussi ça à l'évêque, donc bien sûr, parce que ça touche aussi. Donc, le diocèse. Puis, par l'intermédiaire de l'économe, Mme Carole Garceau, qui s'occupe des bâtiments plus, elle m'a réitéré, comme je viens de le dire, que c'était un très bon document, puis que c'était bien fait, puis c'était correct. Puis, au niveau religieux, à ce moment-là, nous, elle fait partie du Conseil du patrimoine religieux. Ça donne 70% de subvention possible à ce conseil-là, si on veut faire une réparation majeure. Si l'Église elle est désacralisée, je suis sûr qu'il y a d'autres avenues qui existent, les municipalités ou les groupes qui seront propriétaires, ce qui peut arriver dans le futur. Alors, c'est seulement ce que je voulais, l'information que je voulais apporter pour ce que vous avez bien fait. Mais on peut en parler de ça. Exactement, parce qu'il y a un considérant qu'on n'a pas émis tantôt, qu'on va rajouter, on en a parlé juste avant la réunion, c'est que ça va quand même demeurer un lieu de culte, où le culte pourrait être servi ici. Il n'y a pas question de désacralisation, en tout cas pour le moment, là, pour nous. C'est ça que vous voulez dire? La fabrique, moi, je vais continuer dans... Oui. Si la fabrique n'est plus propriétaire, c'est obligatoire de désacraliser. Parce que personne ne peut l'acheter sans ça. C'est obligatoire. Si un groupe l'achète, il faut que ce soit désacralisé. C'est plus un lieu de culte officiel, mais ça pourrait continuer quand même. Comme à Saint-Ignace, c'est désacralisé, Saint-Ignace de Loyola. Il y a du culte qui continue à être là. OK, parfait. Ça dépend de la volonté de la personne qui est propriétaire. OK, parfait. Le considérant, là, il se lit comme suit, considérant que l'Église va conserver ses activités de culte tout en offrant des activités culturelles et autres. Bien, il faut faire attention parce que si c'est un nouveau propriétaire, le nouveau propriétaire n'est même pas obligé, c'est pas pour l'enlever le culte, mais il n'est pas obligé, il ne passe pas qu'on... Non, ça dépend du propriétaire, là, comme il vient d'expliquer. Si c'est encore la fabrique. Oui, ça c'est le considérant. Oui, mais c'est que là, présentement, c'est ce qu'on a comme situation où le considérant. Faire attention à organiser ça dans le sens où ça devient une obligation de conserver c'est juste ça. La façon dont c'est rédigé, ça coule ça dans le béton. Comment? La façon dont vous le rédigez, ça semble couler dans le béton, ça doit servir à ça. C'est ça. Ce n'est pas ce qu'on entend ici. Il faut changer ça. Okay. Mais les discussions avaient été dans le sens. Sans obligation, ça serait comme naturel, c'est un organisme sans but lucratif de la communauté ici. Bon, laisse tout simplement les offices se faire, les célébrations, baptême, mariage, sépulture, en voulant dire, bon, enterrement. Ça fait depuis 1704 que les jeunes qui sont enterrés, les personnes qui signent la Bible, c'est normal qu'ils viennent dire adieu à leurs parents ici même. En tout cas, je vais parler pour moi, ça allait de soi pour moi qu'on a travaillé là-dessus il y a plus de 10 ans, là, Jean, tu t'en rappelles, puis que le culte
faisait partie intégrante du projet, là, qu'on allait conserver le culte. Pour moi, dans ma tête, c'était comme clair, mais là, je m'aperçois que c'est peut-être pas le cas nécessairement. Là, ça pourrait ne pas être le cas. Oui, puis non, parce que le point, c'est que si jamais il n'y a pas d'organisme qui se met sur pied et que c'est un propriétaire privé qui veut conserver l'enveloppe, les biens patrimoniaux, mais décide, parce qu'il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de culte, il ne faut juste pas que la municipalité se mette des menottes pour dire tu ne peux pas l'acheter parce que tu n'offres pas le culte. C'est juste ça le point. Mais oui, si c'est un organisme, ça va être naturel et normal qu'on ait une bonne entente avec la fabrique pour continuer le culte. Dans ma tête, c'est encore ça, c'est encore un organisme, mais ça peut être autre chose aussi. C'est ça. Il faut juste s'ouvrir à ce que ce soit possiblement autre chose. Ce qu'on ne contrôle pas à ce jour. Pourquoi on le disait à la valeur identitaire, dans le fond, que présentement, il y a toujours, bon, oui, il y avait les cérémonies religieuses et les messes, mais qu'en plus, ben oui, il y a les différents marchés que la municipalité organise. Il y a des prestations, des soirées d'animation, des spectacles ou tout autre événement culturel, mais c'est aussi un lieu de rencontre central pour la communauté. Fait que c'est pour ça que là, on l'avait tout déterminé pour pas justement mettre quelqu'un avec des menottes et qui est pris avec une seule chose à laquelle il aurait le droit de faire. Ça, la façon que j'ai rédigé ce petit bout qu'on avait regardé aussi tout le monde ensemble, c'est vraiment en lien avec le document que moi j'ai reçu du gouvernement. Il n'y avait rien noté comme des phrases complètes, mais il me donnait, n'oubliez pas de mentionner telle chose, ça a été approuvé par la suite par la MRC qui a regardé au niveau du patrimoine pour justement pas monopoliser les gens là, pour le futur. Mais on pourrait évidemment, là, on le prend en note, regarder peut-être pour une reformulation parce que je comprends bien là, ce que tu dis. Nancy, quand je disais tantôt que le sable est dans les détails, c'est un exemple. Donc, ce que vous allez présenter, bon, vous avez fait une petite lecture comme ça, mais on ne l'a pas en détail. Moi, j'ai quand même pris 15 minutes pour le lire. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, il peut être bonifié. Mais en plus, si tu me dis qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas et qui vont être comme ça, là, qu'on n'a pas vu encore. Ah, le règlement? Oui. Mais il est disponible. Comme quoi l'obligation pour les messes, quoi que ce soit. Après, je veux dire, on veut préserver notre patrimoine, mais la façon de vivre. Non, mais dans le passé, qui vient jusqu'à aujourd'hui, on veut perdurer. Oui. Qu'est-ce qui est dans notre quotidien, dans le réel et tout. Donc, ce qui comprend les messes ou les événements eucharistiques et ainsi de suite. Là. Donc, tu vois, parce que c'est un lieu comme ça, il faudrait pouvoir avoir un endroit comme muséal pour avoir une historique, qu'est-ce qui s'est passé, bon, ici avec l'Église, mais aussi avec toute l'île. Donc, c'est pas comme priorité ça et ça. Mais en blanc plein de choses qui peuvent être utilisées ici. Il y a très restrictif au niveau de ce qu'on doit produire comme document. Et c'est vraiment avec ce document-là que je suis allée page par page, virgule après virgule, et j'ai transposé, puis qu'on a fait les recherches et tout ça. C'est sûr qu'il ne peut pas être trop lourd, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il revienne. Puis plus on va en mettre, plus justement, il va devenir lourd et qu'il va être compliqué pour un futur propriétaire. D'où le piège où il ne faut pas tomber. Plutôt dans le Comment? On pourrait en retirer un peu, on peut modifier, mais si on commence à vraiment trop en ajouter, on risque de tomber dans le piège où on ne veut pas aller, justement. Là, je ne sais pas si vous comprenez ce que... Je comprends ce que tu veux dire, c'est que, bon, idéalement, ça serait pour que ça retourne à la communauté qui, eux, bon, ont vécu ici, ont utilisé, ont payé la construction de cette église-là, avec toutes les précédentes, et ainsi de suite. Par contre, est-ce qu'on peut empêcher, bon, des condos ici, là? Tu vois, je veux dire? Ils pourront pas. On peut. Ils pourront pas. Ils pourront pas? Non. On ne peut pas ajouter, tout est noté, même au niveau des murs, on ne pourrait pas faire des pièces à l'intérieur. Toutes ces modifications-là ne pourraient pas être permises.
Donc, c'est pour ça que ça serait important dans le préambule que ça soit signifié dans ce sens-là pour initialement. Parce que c'est pour te dire, l'église Sainte-Brigitte à Montréal, juste à côté de l'ancienne tour de Radio-Canada, ils ont fait, bon, ils étaient classés et ainsi de suite, ils ont tout annexé des bâtiments autour pour rentabiliser cet espace-là et ainsi de suite. On a de la misère à reconnaître l'église et l'intérieur, bon, effectivement, il y avait des trapèzes, des murs d'escalade et ainsi de suite. Là, ça l'a complètement basculé, là. C'est un bien classé. Donc, si dans le préambule, au moins, on stipule ça, que c'est pour préserver l'intégrité architecturale extérieure, intérieure, avec tous ces trésors, ce serait un plus. Hein. Est-ce que tu veux dire que le conseil n'aurait pas le droit de modifier ça dans les années futures? Ils peuvent tout faire. Sauf de donner la permission peut-être de démolir. Là. Non, mais si tu parles de l'église de Montréal, oui. Ça veut dire que ça, c'était c'était municipalité. Hein? C'était un privé. Ah, c'était un privé. Après, oui, un organisme administratif. Mais un privé. Là, tu finis donc, avec la proposition. Est-ce que tu finis avec la proposition? Ils ont quand même... Mettons 5. Ils ont pu le faire. Ils ont pu le faire. Le point 5. Parce que ça a été écrit. Oui. Ben, mettons, oui, ça n'a pas été écrit. Monsieur Arsenault, je m'excuse, mais si on désigne ce bâtiment-là, c'est pas en désignant le bâtiment tel qu'il est décrit qu'on vous a lu, c'est pas vrai que la municipalité va avoir le droit de changer. J'aimerais bien. Ça fait partie des définitions, ça fait partie des règles auprès du ministère pour obtenir la désignation, la citation de l'Église. Et c'est très, très... Madame Gartin nous a fait état d'un document très précis avec toutes les conditions qui peuvent nous permettre de citer l'Église. Et peu importe le conseil municipal au fil des ans, cette règle-là, c'est comme faire une servitude, c'est comme faire un acte de conservation enregistré. Vous ne pouvez plus changer après. C'est une façon d'encadrer et de protéger le patrimoine tel qu'il est mentionné. OK, bon, je ne suis pas juriste et tout. Peut-être que François Lucie pourrait nous aider là-dedans. C'est que dans votre règlement, vous dites que nul ne peut démolir, agrandir, excaver sans l'autorisation de la municipalité. C'est écrit mot pour mot. Donc, la municipalité peut accorder une excavation, un agrandissement ou quoi que ce soit. C'est mot pour mot. Là. Regardez, on va le dire dans les détails, on va voir à préciser pour que ça soit bien compris, parce que pour arriver dans un processus de citation, pour maintenir, conserver tout le patrimoine de cette église-là, si on l'obtient, ça ne pourra pas être changé. On a cité tous les éléments culturels, la structure, le type de fenêtre, l'ordre. C'est des choses qui doivent rester. Les permis viennent plus pour l'encadrement de la restauration. C'est un peu comme dans une municipalité, quand vous avez un plan d'intégration architecturale pour un quartier, vous devez demander un permis, mais vous devez respecter un cadre, que ce soit des pentes de toit, des structures, des couleurs. Mais ça vient encadrer l'entretien du bâtiment. Alors, regardez, j'ai pris bonne note de vos commentaires. On va regarder pour s'assurer que les textes n'apportent pas à interprétation à ce niveau-là. Parce que l'objectif, c'est... Exact. On a tout compris l'objectif, mais on va s'assurer que les textes sont... Ça partit ici, dans le fond, pour l'édition. Est-ce que le document en question... L'article 10, on l'a lu tantôt. C'est ça. On l'a lu Mais c'est tantôt. là-dedans, C'est ça. c'est plus noté. Parce que c'est le remplacement à l'identique des éléments altérés.
À l'extérieur et sur le site, la volumétrie, le revêtement en briques de façade, l'ornementation, le revêtement du toit, l'emplacement à la symétrie, même les dimensions des ouvertures portées fenêtres. Donc, il y a plusieurs choses là, que c'est vraiment pour préserver ou restaurer l'église. Mais on va le regarder. On va s'assurer qu'il n'y a pas de matière à confusion là, dans le test. Madame Trépanier? Oui. Bon, vous semblez préoccupé par ça et tout. Moi, ce que je peux vous proposer, peut-être soumettre à des experts dans le domaine de conservation du patrimoine pour vous aider, parce que je ne pense pas que personne à la table qui sont spécialistes en patrimoine ici. Donc, c'est quelque chose que de rédiger un document avec la loi sur les biens culturels et de le mettre sur papier concrètement pour un lieu précis. Moi, je peux proposer ça. Vous savez, Mme Gartin vous a dit aussi qu'elle a demandé une validation auprès de la MRC. Ils ont des ressources qui sont habitués de travailler avec le domaine patrimonial, mais j'ai noté votre recommandation. Bonjour. On va savoir, les cimetières, qu'est-ce qui peut en advenir du cimetière qui reste là, qui peut partir, être déménagé? Je m'inquiète pour ceux qui y résident. Le cimetière demeure la propriété de l'évêché. Je ne l'ai pas vu dans la liste. J'imagine que je ne sais pas c'est quoi le cimetière demeure la propriété de l'évêché. Le cimetière demeure la propriété de l'évêché, parce qu'on sache. On n'est pas propriétaire du terrain en arrière. On n'est pas propriétaire du terrain en arrière. Ah, l'évêché est propriétaire du cimetière, la fabrique est propriétaire. Je ne sais pas si c'est les bons termes pour le définir, mais. La fabrique Saint-Laurent qui est propriétaire. La fabrique Saint-Laurent. Il va demeurer propriétaire du cimetière parce que. Il va y avoir encore des morts, je pense bien. Ils vont pouvoir être enterrés ici. En fait, c'est que le lot va être divisé. C'est ce que je comprends. Si jamais il y avait vente de l'église, la vente ne viendrait pas avec le cimetière. Avec le cimetière. Resterait la propriété de la fabrique, c'est ça? Oui. Et à ce moment-là, ça préserverait le cimetière comme tel. C'est ce que je comprends? Oui. Il resterait que M. Curé Vincent. Pardon? Il resterait seulement que M. Curé Vincent Plinguet. Vincent Plinguet, oui. D'autres commentaires, questions? Ça va, Paula? En tout cas, vous remercie pour les commentaires. On va prendre l'expérience là-dedans. Tu m'entends, là? Toujours meilleur. Le seul point que je peux rajouter, c'est que le Conseil local du patrimoine, qui est ici présentement, a un pendant à la MRC qui a un pouvoir de désaveu. Fait que ce nouveau conseil municipal autoriserait quelque chose qui serait totalement en opposition au règlement de citation qui est fait. Le conseil de la MRC, le conseil du patrimoine de la MRC, a un pouvoir de désaveu, pourrait désavouer la résolution du conseil municipal local. Ça, il y a cette assurance-là qui est rajoutée aussi. Eux autres ne le savent pas, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a un étage de plus. Sur le comité à la MRC, il y a des personnes spécialisées en patrimoine qui sont sur ce comité-là et qui peuvent donner leur expertise ou qui mettent à la disposition les expertises pour toutes sortes de... Donc, Alain, juste pour bien comprendre, mettons dans 5 ans, il y a un nouveau conseil municipal qui est contre un peu ce règlement-là, qui décide d'accorder un permis de semi-démolition, quoi que ce soit. Ce que j'entends, c'est que
À la MRC, il y a un équivalent, qui est je me souviens plus de son nom exact, qui est appelé le Comité régional du patrimoine, qui va étudier la question et qui a un pouvoir de désaveu. C'est-à-dire qu'il pourrait désavouer la décision de la municipalité. S'il prendrait une décision à l'encontre du règlement. Est-ce que ça s'est déjà fait? Peut-être ailleurs. J'ai vu quelques... C'est récent, cette structure-là, c'est assez récent. À date, le comité du patrimoine à la MRC a toujours été dans le sens du travail de la municipalité parce que les dossiers qui sont amenés là sont préparés par des professionnels et il y a quand même des expertises sérieuses qui sont amenées. Et puis là, ben, la MRC a le choix de désavouer ou pas, mais à date, il n'y a pas eu de désaveu parce que les arguments étaient présents. Mais pour qu'il n'y ait pas de désaveu, il faut que le dossier soit bien monté. C'est sûr que ça laisse... Là-dedans, il y a toujours une place, ça prend une certaine marge de manœuvre. Des fois, il y a des choses qui sont évidentes, on ne connaît pas l'avenir. Il y a peut-être disons, par exemple, ça prend une station, ça prendrait, c'est pas le cas, là, mais disons qu'il voudrait des gicleurs, une station de pompage, puis gicleurs, une pompe, les gicleurs, il faut l'installer à quelque part. Si ça prend une petite cabane sur le côté pour mettre ça là, ben, je pense pas, si c'est bien fait, je pense pas que le conseil municipal va le refuser, puis la MRC va le désavouer, parce que ça deviendrait une éventualité, peut-être, c'est pas le cas actuellement, là, il n'a pas besoin de gicleurs, mais exemple, d'autres instruments ou un abri nucléaire, ça prendrait un abri nucléaire, là, je dis ça de même, on ne sait jamais. Sauf que si il y aurait une volonté de faire des unités de condo, de faire un logement à l'intérieur, ben, il y aurait une incompatibilité, puis il y aurait une structure là, de désaveu qui s'installerait, dire non, ça n'a pas de bon sens avec le but. Il faut quand même, parce que c'est compliqué, plus tu es précis dans la conservation, plus tu es restrictif. À un moment donné, on a beau dire que c'était fait dans les années 1800, même si on veut le reproduire aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes techniques. Les techniques ont été perdues, c'est une restauration, ça ressemble, mais ce n'est pas l'original. Fait que c'est très, très protégé. Ce n'est pas à la légère qu'un conseil, le prochain conseil va dire on abroge ce règlement-là, puis merci, bonsoir. C'est plus compliqué que ça. Et je ne connais pas la structure législative au point de vue du ministère de la Culture, mais c'est pas aussi simple que ça. Le ministère décider, c'est un délai, une procédure pour décider un bien cité. Pour décider, pardon? Une fois que le bien est cité. Oui, non, j'en connais pas. Peut-être que ça existe, mais là, ça, c'est une question que je n'ai jamais regardée. Je n'ai jamais été informé de ça. On nous a montré la structure pour le faire, mais pour le défaire. C'est à durée indéterminée. C'est pérenne. C'est pérenne. François, c'était... Tu veux continuer, c'est tout. Ah, je sais pas. Oui. Oui. Oui, vous prévoyez combien, on est en avril 2024, vous prévoyez combien de temps avec ça soit cité? Je ne sais pas comment dire ça. Ah, mais la demande... Ça prend-tu des mois, des semaines, des ça, je ne pourrais pas se prendre dessus. Moi, je sais pas. Dans le fond, à chaque séance du 14 mai, le conseil va avoir reçu l'avis favorable ou non du comité de la patrimoine. Mais c'est quand même le conseil municipal qui décide à la toute fin s'il continue la citation. S'il est adopté, bien j'ai un certain laps de temps pour l'envoyer justement au ministère, qui eux vont regarder si on a vraiment fait toutes les étapes, puis il y en avait beaucoup. Puis avec les dates, avec toutes les preuves de ce qu'on a fait, puis s'il manque rien, qu'on a vraiment été dans les délais, qu'on n'a pas sauté d'étape, bien là, à ce moment-là, ils vont l'accepter et là, ils nous l'envoient. Je pense qu'il y a une plaque aussi là, qui va être installée, mais ça va vraiment être indiqué que c'est accepté et que c'est un bien patrimonial. Non, c'est moins que ça, là. Je pense comme 45 jours. C'est rapide. Entre-temps, il y a rien qui peut être fait. Non. Est-ce que ça vous valait comme D'autres commentaires, questions?
OK. Tu le présentes finalement? Toi, tu le présentes pas. Le point 5, là. OK. Alors, là, je demande encore à chacun des membres présents s'ils sont toujours en accord avec le projet qu'on peut mettre en place. C'est unanime pour tout le monde? Je pense que oui. OK. Considérant une demande de citation de l'Église a été formulée par un organisme local tel que permis par la loi sur le patrimoine culturel, considérant que le bâtiment existant est répertorié comme étant un bâtiment d'intérêt patrimonial ayant une valeur patrimoniale supérieure dans le document Inventaire du patrimoine bâti de la visitation de l'île du Pas réalisé en novembre 2022, considérant que le projet vise à préserver le caractère patrimonial de l'Église et d'en faire la citation à titre de bien patrimonial. Considérant l'extérieur et l'intérieur de l'Église de la visitation de l'île du Pas, considérant que l'extérieur et l'intérieur de l'Église de la visitation de l'île du Pas présentent des valeurs historiques, architecturales, artistiques et identitaires et que celles-ci rendent légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale, considérant que les caractères architecturaux et les matériaux d'origine qui y ont été conservés se doivent d'être protégés, considérant que l'Assemblée publique de consultation permet à toute personne intéressée de faire sa représentation auprès du Conseil local du patrimoine. Pour ces motifs, il est résolu à l'unanimité que le Conseil local du patrimoine recommande au Conseil municipal de la citation de l'île du Pas d'approuver le projet de citation de l'Église de la visitation de l'île du Pas et d'adopter le projet de règlement 305-2024 relatif à la citation de l'Église comme bien patrimonial. À 20h32.